Pascal Moulegua pour RFI. Guilain Kipoke, ACP. Dodé Zumbu, ACP. Dadi Songozo, TV5 Monde. La Fontaine Cabana, APIC Télévision. Rigen Aenaka, APIC Télévision. Mondoko Michael, RTVH. Pardon? Mondoko Michael, RTVH. Aurélie Bazaraki Bangoula, France 24. Marc de Bosso-Andolé, Agence France Presse. James Mouchia, Actu 30.cd. Clément Mwamba, Actualité.cd. Sokran Timba, Jeune Afrique. Nancy Kapouba, PIC Télévision. Viraki, c'est pour droit et finance. Jovita Songo, DW Afrique. Grâce Ndalabou, TV5 Monde. Thérèse Milolo, Africa Cool TV. Merci. Les partis civils, voulez-vous vous faire identifier? Vous pouvez faire acter votre comparution. Oui. Monsieur le Premier Président, les partis civils et République démocratique du Congo, province du Nord Kivu, province de l'Ituri, sont représentés par les avocats que voici. Le bâtonnier Kalengi Laurent, Maître Richard Bondo, moi-même, Maître Kabengeda Yidunga, Maître Dimwene Pakou, Maître Merlin Mboma et Maître Daniel Adrien Poba. La province du Sud Kivu est représentée par Maître Kabengela Ilunga et la province du Nord Kivu, c'est... Il est là, voilà, le confrère est là. Uniquement aux intérêts de la province du Nord Kivu, Maître Rosette Kanyeri, avocate au barreau de Kinshasa. Voilà, mais il y a les ONG. Oui, tu compares. Maître Kassongo Mayombo pour des ONG, VCCF et Avovi. Pour Maître Kassongo du barreau de Mbujimaï et de Lomami. Vous représentez quel... Les ONG partie civile, c'est Avovig pour les veuves et orphelins et VCCF pour la défense des victimes des crimes internationaux, donc qui sont partie civile à ce procès. Donc vous représentez les victimes de l'ONG Défense des victimes de crimes sans frontières. Exact. Et l'ASBEL, Action d'accompagnement de veuves, orphelins, victimes de guerre. C'est ça? Tout à fait, Monsieur le Président. J'espère que vous êtes, je dirais, vous avez réglé les frais. Tout à fait. Le dossier est en ordre. Ça a été avec Madame la greffière, donc tout est en ordre. Ok, merci. Alors, je crois qu'il était convenu qu'aujourd'hui, nous écoutions les plaidoiries des partis civils et si nous avons le temps, nous allons recevoir aussi le réquisitoire du ministère public. Alors, j'espère que vous vous êtes organisés pour que vous puissiez prendre à tour de rôle la parole. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président.
nous nous sommes organisés comme ceci. L'introduction, je la fais. Et elle consistera à exposer devant la haute cour les prolégomènes pour fixer les idées sur certaines notions. Et quand j'aurai fini cette partie, les prolégomènes, je développerai au nom de nos clients les infractions dites crimes contre la paix et contre la sécurité de l'humanité à charge du prévenu. Après mon intervention, Maître Kalengi viendra pour une brève intervention et Maître Kabengela poursuivra sur... Non, d'abord Maître Dimouéné reviendra sur l'identité du prévenu. Et après, Maître Kabengela enchaînera sur la qualification que j'appelle une qualification synchrone de ce qui a été retenu par le ministère public comme trahison, mais lui, il vous demandera pas la requalification, mais la qualification synchrone sur l'espionnage, parce que l'excellent confrère Maître Dimouéné vous démontrera que le prévenu est un étranger chez nous, de par son identité vraie. Et après, un complément sur la torture et le viol par Maître Merlin Boma et le bâtonnier Kalengi, ainsi que Adrien Poba. Je pense, Monsieur le Premier Président, c'est comme ça que nous nous sommes répartis les tâches. Et peut-être le confrère Rose viendra pour singulièrement la province du Nord Kivu, pour laquelle nous aussi nous intervenons. Voilà un peu. Bon, bien entendu, j'allais oublier le confrère Jackson Kassongo pour les ONG qui sont aussi partie civile à ce procès. Merci beaucoup, Maître. Alors, sans plus tarder, je vous accorde la parole. Okay. Monsieur le Premier Président, comme je vous l'avais dit, j'introduis ce procès. Non, j'ai introduit la plaidoirie. En citant Jean d'Ormesson, un académicien français, qui dans son livre « C'est une chose étrange que le monde » nous dit ou nous enseigne que l'histoire sert de béquille à la mémoire pour lui permettre d'aller et revenir. C'est ainsi que dans les prologomènes que j'expose devant vous, il est impératif qu'un historique
soit entendu sur la venue du prévenu en République démocratique du Congo. Le présent procès concerne Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, 18 ans à la tête de notre pays. Depuis 2001. Mais sa venue à la tête du pays a été inattendue par le peuple congolais car aucun texte ne le prédestinait à cette charge. En 1996, né à Lemera au Rwanda, une alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, AFDL, créée le 18 octobre 1996 par 4 partis ou mouvements, parce que ce n'étaient pas des partis politiques reconnus chez nous, c'est des mouvements. Un parti de fait, le parti de la Révolution populaire, PRP, dirigé par M. Laurent Désiré Kabila, l'Alliance démocratique des peuples, dirigée par Deogracias Bouguera, le mouvement révolutionnaire pour la libération du Zaïre, MRLZ, dirigé par le commandant Massa Sounedaga, et le Conseil national de résistance pour la démocratie, dirigé par le commandant André Kisase Ngandou, avec comme objectif d'écrouler le système autocratique, antidémocratique moboussien, afin d'installer un pouvoir démocratique répondant aux aspirations du peuple congolais. Ici, je ne me cite pas. Ici, je cite un professeur d'université, ancien ministre du plan du premier gouvernement de Laurent Désiré Kabila, c'est le professeur Étienne Richard Mbaya, dans le livre blanc sur les présumés massacres des réfugiés Hutus rwandais en République démocratique du Congo, ministère du Plan, Kinshasa, novembre 1997, à la page 519. Les Congolais découvriront le prévenu lors de la prise de Goma par l'AFDEL. Comme commandant Hippolyte, chargé de la logistique du contingent rwandais. Soudainement, à la chute de Kisangani, au mois de mars 1997, après le carnage de Tingi-Tingi, qui a justifié l'envoi par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la commission d'enquête dirigée par le Togolais Atsu Kofi Amega. Il devint le prévenu, Major Joseph Kabila, réputé fils d'Omze Laurent Désiré Kabila, fruit des officines rwandaises depuis Kigali. Homme lige du général rwandais, du colonel rwandais à l'époque, James Kabarebe, lors de l'Odyssée de l'AFDEL pour Kinshasa, nommé chef d'état-major général des forces armées congolaises par M. Laurent Désiré Kabila, président de la République. Le prévenu, ici, fidèle au plan d'occupation du Congo par le Rwanda, sera positionné et connu dans l'opinion comme le fils d'Omze. Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Haute Cour, Monsieur l'auditeur général, le prévenu va user d'un pseudonyme, mais ce n'est pas une première dans la vie politique. Pourquoi ce n'est pas une première? Parce que le pseudonyme est défini dans le Larousse, le petit Larousse, comme le nom qu'utilise une personne pour cacher le sien propre. Et le pseudonyme a une vertu, c'est qu'il ne crée pas deux sujets de droit
Il crée seulement un seul sujet de droit parce que l'utilisateur du pseudonyme, c'est lui-même qui se reconnaît quelque part, issu de telle famille, né à telle date, ressortissant de tel pays, tel village. Mais il ne veut pas que le public sache qu'il s'appelle B, qu'il s'appelle X. Lui préfère le pseudonyme. Et comme je disais que ce n'était pas une première, vous avez connu Yasser Arafat. Yasser Arafat, le Palestinien, leader, un grand leader, il est né selon les grands historiens qui le connaissaient, il est né à Jérusalem. Non, au Caire. Mais lui, Yasser Arafat, disait qu'il était né au Caire. C'est pour cela que de son vrai nom de naissance, Abdel Raouf Arafat Al-Qudwa Al-Hussein, né le 24 août 1929 au Caire, c'est là qu'il est effectivement né, mais qui évoquait en public sa naissance à Jérusalem. Est-ce que par l'usage, pourquoi il le disait? Parce que pour lui, dans la clandestinité, il avait un nom de code. Le nom de code Abou Ammar. Pour se hisser en leader prophétique des Palestiniens en empruntant son nom au compagnon du prophète Mohammed, Ammar ibn Yassir. C'est pour cela que nous disons que se connaissant rwandais, et ça sera démontré par Maître Dimoué et Maître Kabengela, mais pour se faire congolais, on a créé même sa mère ici. Et c'est comme ça que nous l'avons connu comme fils de Mouzé. Mais c'est lui que vous jugez. Parce qu'il a aimé ce pseudonyme. Et quand même, Yasser Arafat meurt, il est enterré, pas comme Mohamed, tout le nom de sa naissance là, très long, mais il est enterré comme Yasser Arafat, son pseudonyme, qui n'est pas son vrai nom de naissance. La même chose, quand vous jugez cet homme, le prévenu, vous jugez le vrai Hippolyte Kanambe, mais par son pseudonyme, qui n'est pas alias Joseph Kabila. Là, c'est déformer les choses. Non, vous utiliserez le nom que lui a utilisé pour nous cacher le vrai nom de Hippolyte Kanambe. Donc, vous jugez Joseph Kabila par son pseudonyme là, de Joseph Kabila, c'est lui le prévenu qui, quand bien même il est, non, il serait Kanambe, mais il a caché le Kanambe pour aimer le pseudonyme et le présenter devant le public tant international que congolais. Maintenant, quand la chute de Goma arrive et Bukavu, lui appuie le M23 en disant que leur combat était légitime, les aspirations légitimes du peuple congolais étaient incarnées par le mouvement insurrectionnel AFC M23 RDF. Et
C'est pour cela que l'auditeur général le défère devant votre haute cour. Est-ce que vous êtes son juge légal? Dans l'opinion, on va dire, mais non, lui, il est civil. Pourquoi la haute cour militaire va juger un civil? L'article 19 de la Constitution dit en son premier alinéa que nul ne peut être soustrait ni distrait contre son gré devant le juge que la loi lui assigne, d'où la notion du juge légal. Mais comment le devenez-vous, vous qui êtes haute cour militaire, par rapport à lui? C'est quand, lorsque une personne commet des infractions dont le juge est une juridiction militaire, cas de la participation à un mouvement insurrectionnel prévu par le Code pénal militaire aux articles 136 et 139. Donc, c'est une infraction qui relève de la compétence des juridictions militaires et l'article 120B. Je vous en donne lecture, Monsieur le Premier Président. « 120B sur la loi concernant les juridictions d'ordre militaire. Sont justiciables de la haute cour militaire les personnes justiciables par État de la Cour de cassation. À l'époque où on promulguait la loi, c'était la Cour suprême de justice, pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires. Parce que la participation criminelle relève de la compétence des juridictions militaires, le statut du sénateur agit, qui aurait dû l'amener devant la Cour de cassation, disparaît. Pourquoi? Parce que l'infraction du chef de laquelle il est poursuivi, participation à un mouvement insurrectionnel, relève de la compétence des juridictions militaires. Donc c'est vous, la haute cour, en vertu de cette disposition, qui êtes son juge légal. Pourquoi? Parce que les poursuites engagées en respect de l'article 17, c'est suivant la loi et les formes prescrites par la loi. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier Président, vous êtes compétent de juger le sénateur à vie. Ce procès est-il équitable? Pour les parties civiles, le procès est équitable. Pourquoi? Parce que, en l'espèce, le prévenu étant sénateur à vie, donc parlementaire, le ministère public s'est conformé au prescrit de l'article 73 du Code de procédure devant la Cour de cassation en requérant l'autorisation du Sénat en vue des poursuites à charge du prévenu sénateur à vie. Motif pris de sa participation au mouvement insurrectionnel, le ministère public, fort de l'autorisation des poursuites obtenues du Sénat, l'a déféré devant la haute cour. Et la lecture de l'article 120B, je venais de vous la donner. La participation à un mouvement insurrectionnel prévu et puni par les articles 136 et 139 du Code pénal militaire relève donc de la compétence
de la Haute Cour militaire qui examine son dossier. Ici, Monsieur le Premier Président, Monsieur Dola, les partis civils vous affirment qu'il s'agit d'un procès équitable parce que des grands publicistes connus de notoriété internationale, je cite ici Robert Badinter. Robert Badinter n'est pas n'importe qui, ce fut un des ténors des barreaux français. Et sous François Mitterrand, c'était lui le premier ministre de François Mitterrand chargé de la justice. Et c'est par cet excellent avocat, ce brillant juriste, publiciste de renom, que la peine de mort sera abolie en France en 1981. Et Robert Badinter n'est pas seul. Il enseigne ce que je vais vous dire avec Bruno Cotte, ancien juge de première instance à la Cour pénale internationale. Et le troisième doctrinaire, c'est Alain Pelé, un publiciste de renom, professeur d'université. Et qu'est-ce qu'ils enseignent? Il dit pour qu'un procès soit équitable en matière de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, où on n'est plus dans le système de la conviction intime du juge, où on est dans le système qu'on appelle le due process of law. Le due process of law qui a comme le fil conducteur un principe très exigeant et objectif. Que le juge doit être convaincu au-delà de tout doute raisonnable. De tout doute raisonnable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce principe exigeant et objectif conforte celui de la présomption d'innocence reconnue par les statuts de toutes les juridictions internationales. Et il nous donne les exemples, c'est les articles 21, paragraphe 3 du statut du tribunal pénal international sur ex-Yougoslavie, article 30, paragraphe 3 de celui du tribunal pénal international pour le Rwanda, article 17, paragraphe 3 de celui du tribunal spécial sur la Sierra Leone, et ou article 66 du statut de Rome. Mais chez nous, vous avez une disposition, c'est l'article 17, dernier alinéa de la Constitution. Devant rassurer tout le monde que l'intégration en vous de ce principe de due process of law, avec cette conséquence que vous êtes convaincus au-delà de tout doute raisonnable. Qui peut vous jeter la pierre, Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Haute Cour? Personne, disent les partis civils. Mais ici, qu'est-ce que vous jugez? Vous jugez des crimes graves qui ont choqué les consciences de l'humanité. Parce que ce sont ces crimes que vous jugez. Ces crimes, les auteurs, c'est des gens
qui se complaisent dans la banalisation du mal. C'est ainsi que, encore un publiciste de renom, Victor Thorne, je vais vous donner les références de son ouvrage, il nous fait un aphorisme étincelant qu'il emprunte à Martin Luther King, à James Hale, à Edmund. Et cet aphorisme, quel est-il? Je vous le cite. Si nous avons le droit d'être libres, c'est dans son livre Le procès du 11 septembre. Il a publié l'ouvrage en 2006, Le procès du 11 septembre. Dans ce livre, qu'est-ce qu'il dit? À l'ouverture de la première page, il dit: si nous avons le droit d'être libres, nous avons le devoir d'empêcher que l'on nous rende esclaves. Assister ou rester silencieux face au mal, c'est assister le mal. Il suffit que les hommes de bien ne fassent rien pour que le mal triomphe. Les hommes de bien, c'est vous qui composez la haute cour. Vous avez une lourde mission, vous confiez à l'article 150 alinéa 1er de la Constitution comme les garants des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens, lesquels droits ont été bafoués sans aucun remords par le mouvement insurrectionnel, dont le financeur, pour ne pas dire le financier, le commanditaire, le bailleur des fonds, s'appelle, par son pseudonyme, Joseph Kabila Kabange. Monsieur le Président, lorsque vous m'aviez passé la parole, j'ai commencé cet état par le simple mot merci. Est-ce que je puis m'arrêter par ce simple mot merci à ce stade? Je dis non. Parce qu'en tant que coordonnateur du collectif, il faudrait que j'annonce les couleurs. Pour les annoncer, je voudrais examiner les crimes contre l'humanité. Lorsque vous compulsez les pièces par devers vous, les pièces soutenant l'accusation, il y a un rapport sérieux du Bureau conjoint des droits de l'homme des Nations Unies chez nous. C'est à partir de la côte 49, juste à la côte 70, puis un autre rapport fiable de la CNDH, la Commission nationale congolaise des droits de l'homme. Dans ces pièces, le 15 janvier 2025, à Nyanzale, territoire de Massissi, des affrontements ont éclaté entre des éléments Wazalendo Yatura, CMC et l'OM23 RDF. Au cours de ces combats, une femme a été tuée par les éclats d'une bombe lancée par l'OM23 RDF alors qu'elle se cachait dans la brousse. Sa fille âgée de 12 ans a également perdu la vie, touchée par des balles tirées par le M23 RDF. C'est le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies, droits de l'homme en RDC.
Et que dit la définition de crime contre l'humanité? Là, c'est l'article 222 de notre code pénal, ordinaire livre 2. Mais les éléments de cette infraction sont décryptés dans cet ouvrage de la Cour pénale internationale. Je suis membre de cette cour, comme avocat, conseil, ayant presté, pas avocat inscrit tout court. Monsieur le Président, ici c'est de toute beauté, parce que l'explication est tellement intelligente et limpide, flamboyante. Les éléments constitutifs de l'infraction des crimes de guerre. Non, crime contre l'humanité, d'abord. C'est là que je suis. Je prends d'abord le viol. Je sais que Maître Merlin y reviendra, mais parce que j'ai dit, je dois quand même présenter le décor. J'épingle ce qu'il faut épingler. Je laisserai la majeure partie à Maître Merlin. Je prends d'abord le viol. Dans ces éléments constitutifs, on dit, l'auteur a pris possession du corps d'une personne de telle manière que les souffrances qu'elle ressent lui donnent à lui satisfaction, dont il a connaissance que ce que je vais faire dans cet homme, dans cette femme ou sur cette femme. Et là, ce n'est pas un seul individu, c'est les éléments recrutés par Joseph Kabila qui font des pénétrations, même superficielles, d'une partie du corps de la victime ou de toute autre partie du corps. Ça, c'est le viol retenu par le ministère public à charge de M. Kabila. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun? Vous trouverez ça dans la torture, dans la déportation, dans les disparitions forcées. C'est l'intention d'imprimer, d'infliger des souffrances, douleurs graves, atroces. Vous jugez. Ces crimes qui énervent la conscience de toute l'humanité. Et c'est pour cela que ce n'est pas une néologie, ni une expression de trop. Mais je pense que les actes commis par M. Kabila sont tous étrangers à la civilisation humaine. Parce que c'est inconcevable qu'un homme normal puisse poser pareil acte. Vous trouverez dans son rapport 21 personnes dont la tête est broyée avec des marteaux. Et là, les personnes qui les tuaient, c'est les éléments recrutés par Joseph Kabila. Je vous indique où il les recrute.
et où ils s'entraînent. Au Rwanda, les centres de formation financés par Joseph Kabila avec notre argent, parce qu'il est venu ici pratiquement en botte de jardinier. Et puis, un bon matin, il est multimilliardaire. Le rapport de Bloomberg, le dernier, fait de lui le milliardaire le premier milliardaire africain. Il dépasse même le Nigérian Dangote. Il parle, Bloomberg, 32 milliards de dollars. Même pas notre budget. Mouzito est en train de se démener là pour une histoire de 20 milliards. Mais au Rwanda, je vous donne les sites. C'est le centre de Kidaho, dans le district Musanze, précisément à Kidaho. C'est ça le centre d'entraînement. Toujours au Rwanda, dans la forêt de Gishwati, 3800 personnes qui étaient formées là-bas, déversées chez nous pour tuer nos mamans, pour tuer les bébés, pour tuer les Congolais, la jeunesse. Donc, les mains utiles de la République sont coupées, neutralisées, paralysées par la férocité d'un homme. C'est pour cela que j'ai dit, dans mes propres mots, que les actes qu'il a commis sont étrangers à la civilisation humaine. Toujours au Rwanda, dans le district de Nyagatale, dans le camp militaire de Gabiro, ce qu'on appelle Gabiro School of Infantry, les forces spéciales, qu'il a recruté pour assurer sa garde. Et vous aviez suivi ici, dans la vidéo, lorsque Kikayebin Karoubi raconte que parce qu'il a été dépouillé de sa garde, il a recruté ces hommes. Ce sont les forces spéciales du Rwanda qui le gardent. Il y en a d'autres, mais je me limite à ces 3 districts. Mais en Ouganda, district de Mbalala, district de Kamwegwe, notamment au camp militaire Bihanza, des milliers et des milliers de jeunes qu'il a recrutés où? Dans les camps des réfugiés des Congolais, au Burundi, en Tanzanie, au Rwanda même, et en Ouganda, et ainsi qu'au Kenya. Mais de Kenya, il a recruté tous les Somaliens, les Shebab, qu'on appelle les ADF Nalula. C'est lui avec Kagame et James Kabarebe. Comprenez à quel type d'homme. Non. Voilà le profil du prévenu que vous avez à juger la haute cour. Il ne s'arrête pas à ces 2 districts. Il a amené des chefs coutumiers venus du Rwanda et de l'Ouganda qu'il installe dans nos villages après avoir décimé toutes les vies humaines des Congolais là-bas. Et ce sont ces chefs coutumiers que les gens amènent même aux États-Unis pour battre campagne,
qu'ils sont persécutés, que leur population serait persécutée par le pouvoir actuel, chez nous. Comme si c'est dans les coutumes congolaises de malmener leurs prochains. Monsieur le Premier Président, tous les massacres Kabila au courant, parce que dans sa connaissance, il sait qu'ici on va décimer des villages. Les bombes dans les camps des déplacés, dans les villages, les agriculteurs tués, c'est pour cela que lorsque l'attaque est généralisée contre des personnes, il a été jugé. L'auteur participe à une tuerie généralisée de personnes ou à leur soumission à des conditions d'existence devant entraîner leur mort à grande échelle. Dans l'intention de donner la mort ou en faisant preuve d'une insouciance grave, peu lui important que la mort résulte ou non d'un tel acte ou d'une telle omission ou de tels actes ou omissions, en étant conscient du fait que le dit acte ou la dite omission ou les 10 actes ou omissions s'inscrivent dans le cadre d'une tuerie à grande échelle. Ainsi, jugé par qui? Par un autre tribunal international. Mon excellent confrère Jackson Mayombo, avec qui je preste à la Cour pénale internationale, interviendra pour vous en donner davantage. Parce que ça, c'est un arrêt du tribunal pénal international sur le Rwanda dans l'affaire Kayishema. Cité par qui? Par Yann Jurovic. Qui est Yann? C'est un excellent juriste publiciste. Qui a écrit avec Robert Badinter et les autres juristes de renom ce livre, commentaire article par article du statut de Rome. Ce brillant juriste. Monsieur le Premier Président, notez que moi je ne fais pas dans la dentelle. Dans la dentelle. C'est que il vous démontre comment un être humain peut s'exprimer avec une férocité telle que si vous les juges, vous n'y prenez garde. Sa férocité dévasterait des pans entiers de notre société. Les tortures, déportations, disparitions forcées, etc., concourent à ce grand remplacement de nos populations de l'Est par celles déversées par le Rwanda sur les territoires ainsi dépeuplés
et le pourvoyeur des moyens, conscient de ces exterminations comme crimes contre l'humanité, n'est autre que le prévenu que vous jugez. Parce que je ne suis pas seul, je serai relayé par mes excellents confrères. J'aborde l'examen des crimes de guerre. Crimes de guerre, c'est une notion récente. Parce que la formule légendaire, c'était des infractions graves. C'est ça la formule utilisée dans les 3 conventions de Genève avec leur acte additionnel. Mais quelle est leur caractéristique? C'est de s'attaquer aux personnes et aux biens protégés par le statut international, notamment le camp des réfugiés, le camp des déplacés, des hôpitaux, les écoles, or, la dépossession, l'extorsion des biens, la dépossession du peuple congolais. C'est-à-dire, on arrive chez vous, on vous fusille toute la famille et on s'installe dans votre maison. Maison que vous occupez de par vos fonctions. Alors que vous n'êtes pas une force ennemie. Vous êtes des organismes humanitaires. On a vu à Goma, à Bukavu, partout où ils sont passés, comment les gens du M23 se sont comportés. Les hommes de Kabila, comment se sont-ils comportés avec sa bénédiction? Bénédiction, grâce à quoi? À notre argent, mon impôt à moi là. Alors que lui n'a jamais payé un seul impôt chez nous. Privilégié qu'il était. Parce que pourquoi nous, qui n'avons jamais été si privilégiés, nous ne pensons pas à tourner les armes contre notre pays. Mais il y a un homme, pas même congolais, devenu milliardaire, 32 milliards, plus que le budget de la République. Il nous fait ça. Médecins sans frontières, les installations pillées, Oxfam, pour nourrir les veuves et les orphelins, pour nourrir les déplacés de guerre, les blessés de guerre, nos militaires, à peu près 500, qui ont fui sur le lac, à la prise de Goma, par le M23, ont été recueillis comme des insectes ou des abeilles amenés au Rwanda. Jusqu'à ce jour, on n'a pas d'informations. C'est ça les disparitions forcées. Tous ces éléments non exhaustifs sont constitutifs des crimes de guerre punis, prévus et punis à l'article 223 du Code pénal ordinaire congolais.
Monsieur le Premier Président, avec promesse de revenir pour vous donner le dispositif des conclusions de la partie civile, au cas où mes excellents confrères n'aimeraient pas le faire à ma place, vu la considération que tout le monde a à ma coordination, je pourrais revenir, Monsieur le Premier Président, pour vous donner le dispositif. Mais à ce stade, que dois-je faire? À ce stade, je me fais relayer par les confrères en arrêtant par le simple mot, comme j'avais commencé, le simple mot, merci votre honneur. Le suivant peut prendre la parole. Monsieur le Premier Président, distingués membres de la Haute Cour, à Monsieur l'organe de la loi, je ne sais pas si ça passe bien ou pas, il faudrait que nous commencions par rendre grâce au maître des temps de circonstances qui a créé cette opportunité pour que nous pensions apporter notre modeste contribution pour une bonne et saine administration de justice en cette cause. L'organisation interne du collectif m'a chargé de revenir sur l'identification du prévenu et sur les crimes de guerre dans son volet d'homicide intentionnel. Mais avec votre autorisation, nous allons commencer par une parenthèse qui ne sera pas assez longue. Et puis nous reviendrons sur le premier point. Le deuxième est présenter un certain nombre de demandes devant votre guise de cours. Alors, Monsieur le Premier Président, la parenthèse a deux volets. Au-delà de menaces, des injures, des colibés, des actes d'intimidation, il y a quand même des gens qui soutiennent les avocats de la République. Heureusement qu'ils sont les plus nombreux. Et parfois ils viennent nous voir pour nous confier des tâches presque impossibles. Parce que finalement, dans l'imaginaire du Congolais lambda, on connaît le rôle d'un avocat. Et encore moins celui d'un avocat de la République. On ne connaît pas. Alors, à la dernière audience, on voit un monsieur venir avec une phare. Il dit que moi, je suis le parent de Fekatumba Mwanki, qui a été assassiné à Kigali à cause de ses propensions de devenir président de la République. Maître, qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'on intervienne dans ce procès? Il est parfois difficile d'expliquer la notion du contrat judiciaire. Et même celle de la compétence d'une juridiction qui est prévue par la loi. Finalement, un autre me dit, moi je suis le beau-frère du gouverneur Mbadou qui a été assassiné à Kingakati. Maître, aidez-nous à intervenir dans ce procès. Non, ce n'est pas comme ça fonctionne. Même si le premier, vous savez, parfois on dit, écoutez, les infractions imputées aux membres du Sénat ne relèvent pas de la compétence de la haute cour militaire. Il faut plutôt aller au parquet général près de la cour de cassation et vous serez bien servi. Vous serez accueilli par un très bon magistrat qui s'appelle Firmin Vondé. Compétent, disciplinaire, sérieux, il va vous orienter. Sinon, à la limite, faites-vous assister par des ONG. Il y a des ONG de grande réputation dans notre pays, notamment la zone de Guillaume Gueffa, qui est actuellement dirigée par Jean-Claude Katende. Donc, bref, voilà un peu le genre de demande que nous recevons en marge de ce procès. Alors, le second volet de la parenthèse, si je peux m'exprimer ici, je voulais prendre une métaphore. À supposer que cette salle d'audience soit formée en église. Appelons-le église kibanguiste. Appelons-le église ACK.
Et puis nous délocalisons l'église de Kinshasa à Makobola. Nous sommes dans le sud Kivu. Prière de nuit, veillée de prière. Et généralement aux environs de 1h, 2h du matin que la dévotion devient forte. Et pendant que vous priez, la salle est envahie par des personnes armées. Nous sommes dans la logique d'un conflit international, d'un conflit armé international. Et en moins de 30 minutes, il tue 43 personnes. Là, nous quittons la métaphore et nous sommes sur des faits réels. Cela venait d'être fait il y a 3-4 semaines. On tue, on prend les femmes qui vont servir d'esclaves sexuels, on prend les enfants qu'on incorpore de force par l'armée, et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle nous sommes devant vous. C'est de ces procès-là qu'il s'agit, c'est de ces drames-là qu'il s'agit, qui sévit sur l'espace qui vous tous les jours. Mais qui en parle, monsieur le Premier Président? Ce n'est pas la bande de Gaza. Ce n'est pas l'Ukraine. Les Congolais, eux, peuvent mourir comme des mouches là. Ça n'embête personne. Non, non, ça commence à embêter tout le monde. Donc, monsieur le Premier Président, comme pour vous dire que ce procès n'est pas un procès politique. Non, c'est parce qu'on a de la haine envers le prévenu. Non, c'est parce qu'on le déteste. Non, parce que... Non, 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 non. Toute personne qui commet une infraction doit répondre et assumer les conséquences de ses actes. Donc, ça ne sert à rien de continuer à faire croire qu'on cherche à régler des comptes à qui que ce soit. Non. Et je rentre dans la métaphore, on tue les gens, on laisse des veufs, il y a des veuves, il y a des enfants qui se retrouvent sans parents. Et au Congo, on ne punit pas. Et ça fait 30 ans que ça dure. Plusieurs millions de personnes, non, 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 on ne doit pas organiser un procès, sinon c'est un règlement de compte. Monsieur le Premier Président, le prévenu a commis des faits précis. J'en parlerai lors du deuxième point que je vais développer. Mais ce procès est justifié et il est justifiable. Je ferme la parenthèse. S'agissant du premier point qui m'a été chargé à développer devant votre guide de haute cour, sur l'identité du prévenu. Vous savez, monsieur le Premier Président, moi j'ai toujours dit, et ça c'est une conviction personnelle, la vie d'un État c'est comme la vie d'une personne, homme, femme ou qui que soit. Il y a des hauts et il y a des bas. Et dans l'histoire des États, il est arrivé que certains États aient été dirigés par des étrangers. Je ne prendrai pas le cas de la France, peut-être qu'on ne le connaît pas. Après la Révolution française, toute personne qui a fait les études équilibrées des droits a entendu parler de Napoléon, à celui que nous devons le code civil par ailleurs. Mais ce Napoléon-là n'était pas français. Il avait des origines de la Corse à l'époque sous occupation génoise. Est-ce qu'aujourd'hui la France est malheureuse parce qu'à un moment elle a été dirigée par un étranger? Non. C'est pour moi je pense que pour la République démocratique du Congo, nous devons avoir le courage de nous assumer. À un certain moment de notre histoire, nous avons été dirigés par un étranger. Mais on tourne la page et la vie continue. Monsieur le Président, in tempore non suspecto. Le grand léopard tombe. C'est ça la vie des hommes. Le Kivu, le Congo est envahi par l'Est. Et à Goma, mon excellent confrère Richard vous l'a dit, il faudrait qu'on gère le carburant. Et Kabarebe, l'autre seigneur de guerre, on en parlera. Parce que finalement, dans cette histoire, nous luttons non seulement contre le prévenu, mais contre un système que moi j'appelle K comme Kagame, K comme Kaberebe et K comme Kabila. Mais c'est un système vaste et sournois qui est composé de plusieurs personnes. Malheureusement pour nous, parmi nos autorités politico-militaires, sont des kagamistes, on en parlera. Alors, monsieur le Président, j'étais en train de dire qu'à Goma, il fallait qu'on veille sur la gestion du carburant. Et Kabarebe va responsabiliser deux personnes, un Congolais et un Rwandais. Le Congolais doit s'appeler Ahmed Korogo ou quelque chose comme ça. Mais le Rwandais, c'est Hippolyte Kanambe.
Vous ne pouvez pas avoir du carburant à l'époque si vous ne passez pas par ces deux personnes. Mais c'est pas qui a fait un problème. Mais c'est son nom, c'est son identification. Les gens qui l'ont connu à l'époque, à Goma, l'appelaient ainsi. Mais finalement, il devient Joseph Kabila, chef d'état-major de forces terrestres. Alors, mais qu'est-ce qu'il voulait qu'on dise? C'est un peu comme ça, ça sont parfois nos réalités africaines. Le matin, on est charpentier et le soir, on est colonel. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que ça dépend d'une personne et une seule. Il fait faire de vous ce qu'il veut. Il peut aussi vous tiller s'il a envie de le faire. C'est parfois ça la réalité de la dictature. Il y a des personnes qui peuvent le dire. Willy Michig, je ne sais pas si j'ai bien retenu le nom. C'est un député national. Il le dit. Son Excellence Jean-Pierre Bemba, qui a tous les éléments enseignés, vous dit, non, lui, il s'appelle Hippolyte Kanambe, il est étranger. Est-ce que lui-même l'a nié? Il est passé un jour dans une conférence de presse, comme il aime bien le faire, pour dire que non, je n'ai jamais porté le nom Hippolyte Kanambe. Mais pourquoi nous ne pouvons pas constater et tirer des conséquences? Est-ce que si nous le faisons, la terre va cesser de tourner? Non. Donc, Monsieur le Président, les exemples sont nombreux. Je prends les enfants biologiques de Kabila lui-même. Quel est cet enfant biologique qui a travaillé avec lui? Lequel? Ils sont passés tout le temps à être persécutés. Je vois Étienne, je vois Ibrahim, je vois la pauvre Aimée, paix à son âme. Alors nous devons nous gêner pour parler de la réalité de notre pays? Non. Donc quand vous allez vous retirer, Monsieur le Président, vous allez l'identifier comme étant Hippolyte Kanambe, qui se donne un pseudonyme pour compléter Maître Bondo, Joseph Kabila Kabang. Et alors, parlons maintenant du nom. Il prête serment en 2001 comme Joseph Kabila. Il revient en 2006 comme Joseph Kabila Kabang. C'est quoi cette histoire-là? Donc vous changez de nom comme de chemise, en violation du code de la famille, qui dit que l'ordre de l'élément du nom est immuable. Même si dans la République bananière, il y a quand même un minimum d'ordre. Il va être identifié comme tel, sujet étranger, placé par Kagame pour contrôler le Congo. C'est juste ça. Parce que moi, Monsieur le Premier Président, j'ai toujours dit, je n'aime pas parler de l'évasion rwandaise. Non, 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 non. Le Rwanda et la République démocratique du Congo n'ont pas de problème. Le peuple rwandais, le peuple congolais, c'est un peuple ami. Mais notre problème s'appelle une personne, les gangsters de la région de Grand Lac, Kagame. Et ces pantins comme Kabarebe et Kabila qui sont disposés à tout faire pour créer la mort au Congo, pour créer l'humiliation au Congo. C'est là notre problème, c'est prévu. Donc vous allez apporter ces correctifs sur son identité et en tirer les conséquences en droit. Mon estimé confrère Jean-Marie va parler sur la qualification, parce que quand on est Congolais, on peut être poursuivi pour telle infraction, mais quand vous êtes étranger, il faudrait que vous soyez poursuivi pour tel autre type d'infraction, même si les faits sont les mêmes. Donc j'étais en train de clôturer la partie relative à l'identification du prévenu. Maintenant, il va être établi par votre arrêt que voici son nom, voici la mission qu'il a été accomplir au Congo, dans le cadre que je qualifie de mouvement expansionniste de Kagame. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, le crime de guerre sous les volets homicide intentionnel. J'étais en train de dire que je réfléchis sur les crimes intentionnels et sur base des éléments du dossier. Je dois dire merci à mon général qui nous présente un dossier bien étoffé. Je me suis permis de faire un tableau, je suis allé sur 14 pages. Pour souligner les différents actes d'homicide intentionnel perpétrés par le prévenu. Évidemment, par personne interposée. Je suis arrivé à 729 homicides intentionnels. Pour la courte période de janvier 2025
à début mars 2025. 729 vies fauchées. On n'a pas tenu compte du compte macabre de la prise de ville de Goma. Catastrophe humanitaire. Ils tuent comme ils respirent. Et qu'est-ce que nous devons faire, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président? Les actes matériels sont étayés, sont prouvés au dossier. Il y a le rapport des ONG. Il y a des aveux de personnes qui ont opéré aux homicides au nom et pour le compte du prévenu. Qu'est-ce qu'on peut encore prouver d'autre? Le problème, c'est quoi? Que le prévenu est poursuivi ici en sa qualité de chef de guerre ou d'autorité hiérarchique dont la responsabilité découle de l'article 27 et 28 du statut de Rome. Je commencerai par l'article 28 et je reviendrai sur l'article 27 un peu plus tard. Il avait le pouvoir de stopper les massacres par le canal de son travailleur, Corneille Nangaa. Il en avait le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour éviter qu'il y ait des décès en cascade au Congo? Non, monsieur le Premier Président, il ne pouvait pas le faire. Parce que pour lui, c'est un plaisir. Plus il y a de morts, plus le pays est désorganisé, plus lui va revenir au pouvoir. C'est le pouvoir ou rien. Les gens peuvent mourir. Mais on s'en fout. L'essentiel qu'on ait du coltan. L'essentiel qu'on ait du diamant. L'essentiel qu'on ait de l'or. Et puis on va rendre compte au maître qui a fait du Rwanda grand exportateur des matières qu'ils n'ont pas. Allez-y comprendre quelque chose. Donc l'animus nocandi, l'intention méchante, l'intention de détruire tout un peuple, se retrouve réunie dans le chef du prévenu. Et quand vous allez vous retirer, Monsieur le Premier Président, je connais votre rigueur, celle de la haute cour. Soyez indépendants, au-delà des pressions. Non, vous allez dire le droit de manière convenable. Vous allez constater que les éléments constitutifs des homicides intentionnels, la ligne de rubrique de crimes de guerre, sont établis dans le chef du prévenu. Et vous allez les condamner avec exécution immédiatement. Malheureusement, ça ne dépend pas de moi. C'est l'organe de la loi qui va vous le dire. Et c'est par là où je chute. Votre mission de dire le droit est sacré. Nous savons que vous allez nous produire un très bon arrêt. Mais je voudrais que cette arrêt serve de message à tous les seigneurs de guerre. Monsieur le Premier Président, j'ai été effrayé. Côte 10 et 17 disent que les autorités politico-militaires de l'espace qui ont un salaire qui provient du Rwanda. Mais c'est grave ça. Donc, non seulement ils ont un salaire, ils ont tous les avantages liés à leur qualité, mais ils attendent de l'argent du Rwanda. Et ils prennent. Mais quand je lis le dossier, quand je fouille ce que j'appelle les entrelignes, il est révélé qu'ils ne sont pas tellement sur l'espace Kivu, mais aussi au Parlement. Mais c'est quel pays ça? Qui n'est dirigé que par des traîtres? Je n'ai pas de directive à donner, à M. l'auditeur général. Mon général me respecte. Mais moi, j'ai toujours pensé, maintenant je viens à l'article 27. Avec votre autorisation, je vais le lire. Article 27, statut de Rome. Ce que je vais dire n'engage que moi. Je suis pénaliste. Et moi, j'ai toujours pensé qu'en vertu de l'article 27 du statut de Rome, qui a été intériorisé en droit interne, l'auditeur général n'a pas à obtenir l'autorisation du Parlement pour poursuivre ces criminels de guerre. Non. Je vous lis l'article 27, monsieur le Premier ministre.
Alors, je parlais du statut de Rome qui s'applique de manière égale à tous, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle, et en particulier la qualité officielle de chef de l'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentants élus ou d'agents d'un État, n'exhore en ça. Le point 2, que j'adore beaucoup, M. le Premier Président. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit interne ou du droit international n'empêchent pas la Cour, évidemment ici n'empêche pas la haute Cour militaire, de poursuivre les criminels de guerre. Qu'est-ce que cela veut dire? Si l'auditeur général a des indices sérieux de culpabilité de la commission des crimes internationaux dans le chef des membres du Parlement, dans le chef des membres du gouvernement, dans le chef d'une autorité militaire supérieure au général. L'article 27 dit qu'on n'a pas à observer de procédures spéciales. Dès qu'on a les éléments, on va le surprendre dans sa petite chambre. On le prend. Si ça, Dieu est bon, c'est pourquoi je ne pouvais pas être auditeur militaire. On le prend, procédure de flagrance. Il est condamné et exécuté s'il le faut. Parce que, Monsieur le Président, jusqu'à quand on va continuer à compter les morts dans ce pays? Et votre arrêt va servir aussi de message au système KKK. Parce que pour eux, tuer c'est un plaisir. 8 millions de personnes et la Côte 6 renseigne que dans leur projet, il faut assassiner le président de la République. Et s'ils n'ont jamais réussi, c'est parce que ça dépend des circonstances, à sa cause, grâce aux circonstances indépendantes à leur volonté. Monsieur le Président, non, notre Félix ne sera pas assassiné. On parle de qui? Le Félix de Simon Kimbangu? De l'évêque Pascal Koula? Mon Félix? Non. Nous refusons. Vous savez, le système KKK, c'est comme Hérode. Il est écrit quelque part qu'Hérode a pris le goût de tuer. Il a pris Jacques, le frère de Jean, zigouillé. À un moment, il a voulu, comme il a cultivé le plaisir de tuer, il est tombé sur Pierre. On arrêta Pierre et on l'enferma dans une prison. Enchaîné. Mais il est dit quelque part que les gens se soulevèrent. Ils se mirent à prier pour que Pierre ne parte pas. Félix ne partira pas, parce que le peuple est pris par cette joie de se sacrifier par la prière pour qu'il soit sauvé. Et finalement, un ange atterrit là où était Pierre. Tes sandales, ta ceinture, ton manteau, out. Et le sort d'Hérode, c'est celui qui va tomber sur Kagame. Ça ne fait pas partie de la plaidoirie, mais Kagame sait comment Hérode finit. Nous terminons notre modeste intervention en disant ceci, M. le Président. Vous allez identifier le prévenu conformément à ce qu'il a fait, ou ce qu'il est, ou ce qu'il cherche à cacher. Vous aurez à déclarer établi le crime de guerre dans le volet d'homicide intentionnel, car tous les éléments constitutifs sont réunis. Et condamné conformément à la loi avec exécution immédiate. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'organe de la loi qui doit le dire. Je ne parlerai pas de dommages d'intérêt parce que ce n'est pas la rubrique, le confrère Jean-Marie Kabingle va le développer. Mais voyez le nombre de morts. Voyez comment cette personne est à la base de souffrance de tout un peuple. Vous allez procéder à la saisie de tous ces biens. Parce que la République démocratique du Congo, ma cliente n'a pas assez de moyens. Les 32 milliards que le confrère Bondo doivent se retrouver ici pour dédommager toutes ces victimes. J'ai dit. Merci, maître. Monsieur le Premier Président, Monsieur le membre de la Haute Cour militaire, Monsieur l'auditeur général des Forces armées de la République démocratique du Congo, le collectif
de la défense de la République démocratique du Congo, province du Nord Kivu, Ituri, et particulièrement pour la province du Sud Kivu, je vais plaider cette cause sur 3 volets. Le premier volet va consister à proposer une autre qualification en lieu et place des faits que l'organe de la loi a qualifiés de trahison. En deuxième lieu, je vais, au nom de notre collectif, apporter notre contribution scientifique et professionnelle sur les raisons juridiques de la confiscation spéciale que nous attendons de votre haute cour militaire. Et enfin, je veux m'employer à découvrir, sinon démontrer, les préjudices que le prévenu, avec ses complices et co-auteurs, ont causé aux victimes, au nombre desquelles celles que nous représentons aujourd'hui. Nous allons, après les avoir indiqués, évaluer les préjudices et les quantifier pour proposer à votre haute cour militaire le chiffre de ce que la République démocratique du Congo est en droit d'attendre en termes de dommages et intérêts auxquels le prévenu sera condamné. Mais avant de poursuivre, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes lâchement arrachés à notre affection. Nos compatriotes, nos mamans, nos sœurs, nos enfants dans les provinces occupées par les rebelles au soutien financier du prévenu actuellement en jugement. Que ces compatriotes, pour les survivants, le veuf, les orphelins et ceux qui ont eu des traumatismes physiques, croient à la solidarité nationale qui anime tout le peuple congolais, les institutions congolaises ainsi que les animateurs des institutions. N'eût été cette implication-là, l'auditeur général n'aurait pas mené des investigations. Cette audience ne se serait pas tenue. Le collectif des avocats qui comparaissent actuellement ne serait pas devant vous. Les confrères qui sont éparpillés, avec lesquels nous collaborons, que ce soit sur place en Ituri, au Sud Kivu, au Nord Kivu et même au Rwanda. Nous n'avons pas voulu exposer leurs noms dans le collectif pour leur éviter le représailles. Monsieur le Premier Président, Maître Bondoma introduit. Il a été suivi par Maître Dimouéné. J'ai avec moi la citation à comparaître.
où il est présenté M. Joseph Kabila, et à l'annonce, à la lecture par Madame le greffier à la première audience, nous avons entendu et suivi à travers les réseaux sociaux comme quoi on a toujours contesté à Joseph Kabila la nationalité congolaise et comment on peut maintenant lui accorder ça lors du procès pénal. Lorsque la citation dit qu'il serait originaire d'eux. C'est cette joie qui n'aurait pas dû l'être, qui nous a poussé à mener des investigations pour répondre à la question suivante. Est-ce par voie de décision de renvoi? Est-ce par voie de citation à comparaître que l'on peut prouver la nationalité congolaise? En effet, suivant la procédure, toutes les procédures en général, l'individu est jugé d'après les apparences identitaires qu'il présente. Raison pour laquelle, si le prévenu avait comparu, le premier devoir de tout juge, c'est d'identifier la personne poursuivie. Et cette vérification n'amène pas nécessairement à certifier les apparences que l'individu a données. Il vous arrive, comme juge de carrière, de rectifier les données identitaires d'un prévenu. Alors, nous pensons, vous proposez une autre démarche par rapport au fait que le ministère public a qualifié de trahison. En effet, la trahison, dit le code pénal ordinaire, code pénal militaire, est l'œuvre, doit être l'œuvre d'un Congolais. En ce que toutes ces dispositions pénales, ordinaires comme militaires, disposent que sera coupable de trahison tout Congolais. Est-ce que dans le dossier qui gît devant vous, nous avons la preuve que monsieur le prévenu, qui s'est fait appeler par le nom de Kabila Kabang et Joseph. Je vais revenir sur les éléments de ce nom-là. Est-ce qu'il y a quelques preuves? Parce que nous sommes dans un état de droit, où tout est soumis à l'observance de la loi. Que dit le code de la famille au sujet de la nationalité congolaise? Comment se prouve-t-elle? Est-ce par passeport diplomatique? Est-ce par passeport ordinaire ou de service? Est-ce par le fait d'avoir exercé les fonctions présidentielles? Pris d'abord inconstitutionnellement, Maître Richard Bondo l'a dit, parce qu'en 2001, selon le texte constitutionnel en vigueur alors, c'est pas ce monsieur qui devrait prendre le pouvoir, succéder à Laurent Désiré Kabila, le Congolais. C'est pas lui.
toute chose, toute proportion gardée, ce n'est pas lui. Alors, est-ce que parce qu'on a exercé le pouvoir par coup d'État constitutionnel en 2001, 2006, 2011, toujours par trucage, est-ce que l'exercice d'une fonction officielle peut suppléer à la preuve des nationalités selon le droit congolais? Non. Pourquoi je le dis? C'est parce que l'article 42 du Code de la famille dit que la nationalité congolaise s'éprouve par la production du certificat des nationalités. Vous serez d'accord avec moi que si l'état de marié selon le code de la famille peut être prouvé par l'acte de mariage avec comme suppléance la possession d'état d'époux, pour ce qui est de la nationalité congolaise, il n'y a pas d'acte pouvant suppléer à la preuve si l'on ne produit pas le certificat de nationalité. L'article 43 du même code dit que une nationalité congolaise obtenue frauduleusement peut être